Je vais présenter les intervenants qui sont à mes côtés et puis ensuite je leur poserai 3 questions auxquelles ils vont prendre le temps, chacun, de répondre. Alors, à mes côtés donc, se trouve Sabine Fanon. Sabine, elle est arrivée en tant que bénévole sur l'association Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, BAM, donc Bouffémont-Attinville-Moisselles, dans le Val d'Oise, donc bénévole à partir de 2019, et elle est salariée depuis 2022 de l'association qui est donc devenue une EBE, une entreprise à but d'emploi. Elle est spécialisée dans le réemploi et la sensibilisation à celui-ci. À mes côtés se trouve également Vincent Godbout, délégué général de Solidarité Nouvelle face au chômage depuis 2013, et puis Pierre Garnaudier, secrétaire du comité national CGT des travailleurs privés d'emploi et précaires, un comité qui a été créé en 1979. Voilà. Alors, je vais commencer avec une première question qui vous permettra de vous présenter un peu plus amplement et de présenter vos organisations respectives. Quelles sont vos missions alors, en tant qu'association ou syndicat? Sabine? Bonjour tout le monde. Alors, donc comme il a été spécifié, donc j'ai commencé en 2019 dans l'association BAM à Bouffémont, qui a été créée par un collectif de citoyens, initié en 2016 par des bénévoles conscients des problématiques rencontrées par les chômeurs de longue durée. Au fil du temps, ce noyau s'est étoffé avec l'emploi durant une année de Noémie, une jeune chef de projet hyper motivée qui nous a permis de déposer notre dossier. L'arrivée d'un puis de 2 mécénats de compétences, de 2 jeunes en alternance, de 2 services civiques, ainsi que de 4 bénévoles non demandeurs d'emploi. À ce petit groupe, depuis le départ, des demandeurs d'emploi qu'on appelle, une façon de parler, des PPDE, se sont portés bénévoles dans l'association et donc, jusqu'à son ouverture, ont participé à l'évolution du projet. En 2019, grâce à un prêt gratuit d'un local par un particulier de notre commune et le soutien de la mairie de Bouffémont, un noyau de bénévoles, donc à la fois des bénévoles non demandeurs d'emploi et des bénévoles demandeurs d'emploi, a été très actif et a débuté différentes activités. On a débuté du bois, du maraîchage et ce qu'on appelait des débarras. Les débarras, ça consistait à aller chez des personnes qui avaient une maison dont ils ne voulaient plus ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc nous, on arrivait et puis on emmenait tout. Et dans notre local, on remettait tout et on s'en servait pour soit restaurer, soit revendre, parce qu'on a commencé en tant qu'association à vendre un petit peu d'objets pour pouvoir faire vivre l'association, pour avoir des moyens. Voilà. Et ensuite, en décembre 2018, le 18 décembre 2021, on a réussi à ouvrir une boutique qui, ceci a été permis parce que Séquence, l'organisme locatif de notre localité, nous a octroyé un bail gratuit. On a juste les charges. Donc, on a commencé en tant qu'association bénévole à ouvrir cette boutique. Et les bénévoles travaillaient du lundi au samedi, de 14h à 18h. J'ai quelques petits chiffres pour donner une idée du travail qui a été accompli par tous ces personnes. En 3 ans, donc je dis bien de septembre 2018 à mai, au sein de cette association, il a été fait bénévolement 31 280 heures, dont 21 605 heures par des demandeurs d'emploi et 9 680 heures par ce qu'on appelle l'équipe projet, c'est les bénévoles non demandeurs d'emploi. Avec l'état des moyens et nos moyens, on a réussi quand même à récolter 250 tonnes de matériaux divers qu'on a par la suite soit remis en vente en boutique, soit réutilisés pour faire autre chose, soit remis dans le circuit approprié qui permettait, si j'ai dur, ou les matériaux, que ce soit réemployé derrière et pas gâché. Parce que notre idée et notre projet initial était d'ouvrir une ressourcerie, d'où notre axe récupérer des objets et bien tout remettre dans le bon circuit. Voilà. J'ai pas répondu, Michou, pardon. Juste une petite chose, oui. Allez-y. Par rapport aux missions,
Nos missions premières, c'est le fondement de BAM, c'est-à-dire et de TZ. On crée des emplois de proximité en CDI sur la base du volontariat, à temps choisi et rémunérés sur la base du SMIC. L'importance de ces éléments, c'est que temps choisi, ça veut dire que les gens décident du temps qu'ils veulent travailler. C'est très important parce que certains ont des contraintes familiales, de santé, d'autres natures, et du coup, ils peuvent reprendre un emploi grâce à ce temps choisi. Les gens sont aussi polyvalents. Ce qui est important, la polyvalence s'exprime dans participation à différents ateliers et de trouver en plus des intérêts qu'on ne pensait pas y avoir. L'autre mission que BAM développe, c'est la participation directe à l'économie locale, en proposant des services, des activités utiles aux citoyens, aux entreprises, aux collectivités. Notre façon indirecte, par contre, et ça c'est l'élément qui est le plus difficile à quantifier. Chez TZ, je sais qu'à une époque c'était très problématique de l'évaluer. C'est que le fait que les salariés, que les PPDE retrouvent un salaire, ça va leur redonner un statut qui leur permet de participer réellement à l'économie locale, en consommant, en s'investissant dans la vie associative et donc en retournant dans la société. L'autre mission, de façon plus générale, de façon directe, c'est, comme j'ai dit, de pouvoir consommer, mais de façon générale, pas que du local, dans toute la société, de pouvoir, comme on est salarié, on a des revenus, on a une mutuelle, on est un peu plus posé, donc on peut prendre soin de soi, on peut retourner plus facilement vers les systèmes de santé, et ça c'est important. Et de façon, l'aide indirecte, nos missions indirectes de façon générale, c'est d'être en meilleure santé, effectivement, mais aussi que toute la famille va être, tout l'environnement proche du nouveau salarié va pouvoir mieux vivre et va être plus ouvert et moins en souffrance. Parce que le chômage est une souffrance à la fois pour la personne, mais aussi pour son entourage souvent. Et aussi, quand on a des revenus, on peut parfois aussi bénéficier moins d'aide et c'est plus valorisant et c'est un élément qui peut être pour l'État, je pense, intéressant parfois parce que c'est des choses qu'il ne mettait pas en avant. Voilà. Une toute petite question, est-ce que vous pouvez développer l'acronyme PPDE? Ouais, voilà. C'est personnes privées durablement d'emploi. Donc c'est les chômeurs de longue durée. Voilà. Merci. Alors je vais passer la parole maintenant à Vincent Godbout. Oui, bonjour. Encore une fois, comme je le disais hier matin, merci beaucoup de l'initiative parce que c'est intéressant de rassembler en 2 jours tout l'écosystème qui travaille autour du champ de l'emploi. C'est une de vos recommandations de ce matin, je crois que ça c'est majeur. SNC donc, est parti d'un constat en 1985 que chaque citoyen, là où il se trouve, peut lutter contre le chômage et ses effets. D'abord en partageant un peu de son temps, en étant bénévole, et en partageant un peu de ses revenus pour créer des emplois. On y reviendra. Donc le don de temps du bénévolat, le don d'argent contribue à faire fonctionner SNC, mais aussi à créer des emplois, et puis à mettre en œuvre les 4 piliers de l'association. Donc aujourd'hui, SNC, nous sommes présents sur toute la France métropolitaine. Ce sont 2400 bénévoles formés qui accompagnent chaque année 4000 chercheurs d'emploi. Et on est généraliste. Ça veut dire qu'on va accompagner autant des chercheurs d'emploi de longue durée que de courte durée, des personnes très diplômées que des personnes sans aucune qualification. Des personnes ayant déjà travaillé ou des personnes n'ayant pas encore travaillé. Et puis, peut-être aussi certaines personnes, ça c'est quelque chose qui débute progressivement à SNC, qui se posent des questions par rapport à leur avenir. L'accompagnement de SNC se réalise de manière gratuite
Gratuite au sens où c'est gratuit pécuniairement parlant, mais c'est aussi gratuit parce que les bénévoles donnent de leur temps. Et il n'y a pas d'enjeu. Finalement, les bénévoles sont simplement là pour écouter les personnes qui sont en face d'elles, pour dialoguer, pour remettre en confiance, et puis progressivement aider à faire le deuil du précédent job. Parce que je trouve quand même qu'il y a un point qu'on n'a pas évoqué depuis hier, c'est la question des séparations professionnelles. Et tant que cette question ne sera pas résolue, peut-être qu'il sera difficile aux chercheurs d'emploi, ou pas évoqué, peut-être qu'il sera difficile aux chercheurs d'emploi d'envisager quelque chose d'autre. Et cette question des séparations professionnelles, c'est bizarre, mais tous les conseillers de Pôle emploi qui sont dans la salle le savent, ce n'est pas la première question qu'on pose aux chercheurs d'emploi quand on le rencontre. C'est dommage. Et donc depuis 2 ans, on propose à Pôle emploi de lancer une expérimentation sur des territoires en disant « Comment avez-vous vécu cette période ?» Donc l'accompagnement se prodigue dans des lieux neutres, des bistrots, des centres commerciaux, des centres culturels, bref, des lieux de création de liens sociaux. Parce que, évidemment, comme vous le dites tous depuis hier, l'isolement, la solitude, la dépréciation personnelle sont des éléments majeurs pour les chercheurs d'emploi. Et donc faire ces rendez-vous d'accompagnement dans des lieux qui ne sont pas stigmatisants, des lieux qui sont ouverts à tout et chacun, c'est quelque chose de très important. Cet accompagnement n'a pas de limite dans le temps et se passe au rythme que souhaite la personne. Il est réalisé par un binôme de bénévoles, un actif, un retraité dans l'idéal, un homme, une femme, dans le schéma idéal. Évidemment, ce n'est pas possible partout, mais on y travaille. Avec un exercice particulier qu'on déploie au cours de cet accompagnement, qui est un exercice qui s'appelle l'exercice des talents, considérant que toutes les personnes ont des talents qu'elles ne savent pas forcément valoriser quand elles se présentent devant un employeur, qu'elles ne savent pas forcément valoriser en transformant ce talent en compétence. Pourtant, ça nous semble être quelque chose de majeur. Et donc, depuis bientôt 40 ans, on pratique cet exercice des talents. La deuxième forme d'accompagnement à SNC sont des ateliers collectifs qui agissent sous la marque, sous le nom, en Ile-de-France, de dire et faire ensemble. Dire et faire ensemble. Et qui, de plus en plus, se développent un peu partout, ici ou là en France, en fonction des talents dont nous bénéficions, des talents de chercheurs d'emploi, qui peuvent être animateurs eux-mêmes d'ateliers collectifs, et ou de talents de bénévoles. La troisième forme d'accompagnement, je ne m'étendrai pas dessus, c'est pour certaines personnes qui sont un peu plus fragilisées, c'est un réseau de 70 psychologues, psychothérapeutes qui est à disposition des chercheurs d'emploi que nous accompagnons, des bénévoles accompagnateurs, et qui dialoguent en permanence avec, dans certaines régions, les psys de Pôle emploi et d'autres professionnels. Le deuxième pilier d'activité, c'est antérieur à la création des emplois aidés en France, c'est le financement d'emplois pour certaines des personnes que nous accompagnons. Alors la différence avec TZ, c'est que nous, on finance des emplois à durée déterminée, quand TZ est sur des emplois à durée indéterminée, mais c'est vraiment très, très complémentaire, avec une spécificité qui aujourd'hui, vous me direz, n'en est plus une, c'est que les personnes dans la phase d'emploi, dans la phase de prise de poste, continuent d'être accompagnées par un tiers indépendant, un tiers de confiance. Et je pense que cette notion de tiers de confiance, on en parlait ce matin un peu sous un autre mot, de l'intermédiation, de la médiation active, cette question de tiers de confiance doit revenir au devant et de médiation active doit revenir au devant de l'agenda, et notamment pour les questions d'appariement entre offre et demande. C'est le sujet du rapport que nous avons publié la semaine dernière, puisque tous les 3e jeudis de septembre, SNC publie un rapport plaidoyer, qui est le 3e axe de SNC, d'action, pour aborder des problématiques qu'on considère être comme des angles morts des politiques publiques. On a fait un rapport sur les seniors, on a fait un rapport sur les reconversions, sur l'accès à la formation professionnelle, qui est un magma incroyable pour les personnes en recherche d'emploi. C'est impossible. Alors, ce matin, j'entendais des gens qui disaient « la période se prête à ». Oui, il y a des réflexions aujourd'hui, il faut citer le nom, c'est France Travail, qui est en cours de réflexion. Et donc, je cite le nom parce qu'il y a des travaux qui ont débuté la semaine dernière sur le sujet,
C'est extrêmement important, ça va réinterroger tous les processus d'accompagnement, que ce soit vers la formation, et on ne manquera pas, en tout cas pour nous, SNC, de reposer la question de santé des chercheurs d'emploi, qui est une question majeure sur le sujet. Le quatrième pilier, il me reste 2 minutes pour terminer la présentation. Le quatrième pilier de SNC, c'est un lab dans lequel on expérimente le fameux tiers de confiance, des questions diverses autour de l'appariement, des questions diverses de requestionnement des profils de poste, parce qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de postes, il n'y a pas besoin d'avoir toutes les compétences qui sont écrites. Il suffit simplement de dialoguer avec la personne en charge du recrutement, peut-être parfois dans l'entreprise, pour dire est-ce que vous avez réellement besoin de cette compétence ? Et puis de faire se rencontrer le chercheur d'emploi avec l'employeur et de dire à l'employeur, posez une question particulière. Qu'avez-vous appris au cours de votre période de chômage ? En posant cette question, l'employeur change de regard sur la personne en recherche d'emploi. Le chômage n'est plus perçu comme négatif, mais comme créateur de compétences nouvelles. Bonjour, moi c'est Pierre, donc je suis de la CGT des d'employés précaires. Donc la CGT, elle a décidé d'organiser, enfin pas d'organiser, en tout cas de donner une structure aux travailleurs privés d'employés précaires dans les années 80, effectivement 79, avec l'analyse de se dire qu'aujourd'hui, il y a une classe sociale qui a intérêt à l'organisation du chômage et de la précarité en France, et que cette classe sociale-là, c'est le patronat. Le patronat, il a intérêt à l'organisation du chômage dans notre société, pour attaquer les salariés dans les entreprises, notamment pour faire pression sur les salaires par le biais du chantage à l'emploi. Et là, dans cette période actuelle, on se rend compte, avec l'ensemble des accords de performance collective qui sont imposés entreprise par entreprise, que l'intérêt d'un chômage organisé est surtout doublé d'une peur d'une indemnité chômage la plus réduite possible. Elle fait son effet, puisqu'on voit qu'elle muselle grandement les travailleurs en emploi. D'un autre côté, les travailleurs, la classe ouvrière, elle n'a pas attendu la CGT pour s'organiser pour combattre le chômage. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est dans la lignée, par exemple, de la commune ou la lignée des grands mouvements de travailleurs pour la conquête du droit au travail. Et dans la période, on pense que c'est essentiel, puisqu'il y a quand même une musique qui est en train d'être tournée aujourd'hui. Donc, pardon, c'est notre première mission, c'est le droit au travail. Conquérir le droit au travail pour chacune et chacun. Et dans cette période actuelle où on essaierait de faire croire qu'il y a 250 000 ou 300 000 offres qui seraient non pourvues, eh ben nous, la CGT, ce qu'on déploie, c'est des bureaux d'embauche, entreprise par entreprise et service public par service public, pour démontrer en réalité que ceux qui organisent le chômage, c'est le patronat et les directions. Alors, des exemples, par exemple à la ville de Paris, nous avons organisé fin juin une semaine devant l'hôtel de ville, un bureau d'embauche. Nous avons récolté 950 CV, notamment sur des postes de catégorie C, donc tout métier confondu, et nous les avons remis, ces CV-là, à la mairie de Paris. On a fait ça aussi avec la ville de Nantes, nous faisons ça à la SNCF, à la Poste, dans les hôpitaux, etc. Et c'est vraiment notre premier axe, c'est l'idée du droit au travail, et on refuse totalement cette idée de responsabiliser les chômeurs sur le fait de leur privation d'emploi. Puisqu'il n'y a aucune personne inscrite à Pôle emploi a choisi d'être au chômage. Celui qui décide de licencier ou non dans ce pays et ceux qui décident d'embaucher ou non dans ce pays, c'est le patronat, ce ne sont pas des travailleurs. Le deuxième axe et deuxième mission, si je puis dire, c'est la défense quotidienne des travailleurs privés d'employés précaires face aux institutions auxquelles ils peuvent être confrontés. Et vous savez comme moi que à Pôle emploi, nous, ce qu'on dénonce, mais les organisations syndicales aussi, je pense énormément de travailleurs de Pôle emploi, c'est tous les méfaits de la personnalisation qu'il y a eu à Pôle emploi, que ce soit sur l'accompagnement, avec les 3 modalités d'accompagnement, qui en réalité ont considérablement éloigné les usagers du service public. Par exemple, un accompagnement aujourd'hui guidé, on est tout simplement, on n'a jamais de rendez-vous. Nous, il y a des privés d'emploi qu'on reçoit en permanence et qui nous disent par exemple qu'ils sont inscrits en mars de cette année et qui n'ont pas eu un rendez-vous avec leur conseiller Pôle emploi. Par contre, ils ont eu des rendez-vous avec des prestataires privés. Accélère Emploi, toutes les clés pour mon emploi durable, un emploi stable c'est pour moi, Axis, etc.
Donc nous, ce qu'on dit, c'est que la défense quotidienne, la maltraitance institutionnelle aujourd'hui présente, elle est présente parce qu'elle est le résultat de la privatisation du service public de Pôle emploi, et que reconquérir un service public et défendre les missions des conseillers Pôle emploi, c'est en même temps s'affronter à la violence que des milliers de travailleurs pris d'emplois précaires subissent quotidiennement. Et puis le troisième axe, bien évidemment, c'est la question de la défense des droits. On va pas faire un dessin. Aujourd'hui, avec la crise énergétique qui s'avance, bien évidemment, les premières victimes, ça va être les travailleurs privés d'emploi et précaires, et ça se pose directement sur des questions simples, et notamment sur notre recherche d'emploi. Comment aujourd'hui rechercher un emploi quand on est au RSA, ça veut dire avec 530 €, ou à la SS avec 505 €, qu'il faut payer son logement, ses factures d'électricité, quand celle-ci augmente de environ 50 € en moyenne par mois pour un T3. Pour un T2, pardon. Donc voilà, donc ça, c'est nos trois axes, et nous, on est vraiment contents de ce colloque-là, parce que bien évidemment, il y a des liens à faire entre santé et chômage, et dans les deux sens. C'est-à-dire, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est inscrit à Pôle emploi ? C'est-à-dire que toute chose égale par ailleurs, il y a énormément de travailleurs qui rentrent à Pôle emploi parce que leur état de santé ne leur permet plus de travailler. Et que donc, sur cette question-là, il faut qu'on réfléchisse, et qu'on réfléchisse de manière croisée avec l'ensemble des branches de notre système de protection sociale. C'est-à-dire poser la question de qui doit prendre en charge le risque santé dans notre pays. Est-ce que c'est à Pôle emploi d'indemniser des travailleurs qui ont subi des atteintes physiques lors de leur travail, qui se retrouvent aujourd'hui à l'ASS ou au RSA, alors qu'en réalité, ils devraient percevoir une pension d'invalidité, voire même être en retraite, puisque la retraite, quand même, c'est fait pour des travailleurs dont l'âge, dont la santé ne leur permettent plus de travailler. Et on voit, y compris hier, on était en action contre la réforme des retraites, on voit tout le méfait qui a eu le passage du recul de l'âge légal du départ de la retraite de 60 à 62 ans, qui a considérablement augmenté le nombre de chômeurs de plus de 60 ans, par exemple allocataires du RSA, de 175%. Donc voilà, donc nous, c'est ça qu'on pose, c'est le relation entre les différentes branches de la sécurité sociale et qui prend en charge ce risque santé, parce que sinon, on va là encore une fois vers une personnalisation de la perception de notre mauvaise santé. Là, il y a une nouvelle prestation qui est sortie à Pôle emploi qui s'appelle Parcours Emploi Santé, et nous avons des retours de cette prestation-là qui est mal vécue. Parce que quand on est travailleur handicapé, en situation de handicap, et que cette reconnaissance-là, aujourd'hui, n'est pas reconnue par les différents organismes de sécurité sociale, qu'on nous explique qu'en fait, on n'a pas de problème de santé, qu'on a seulement une mauvaise perception de notre état de santé, je peux vous assurer que c'est mal vécu. Voilà. Voilà, donc ça, je dirais que c'est à peu près ça, nous, nos trois missions: droit au travail, la question de la défense de Pôle emploi, et plus généralement des 10 droits. Merci beaucoup, Pierre. De toute façon, je vous donne la parole tout à l'heure, à nouveau. Donc voilà, vous inquiétez pas, vous aurez du temps pour vous exprimer. Donc du coup, j'embraye tout de suite sur la deuxième question pour qu'on essaye d'être bien dans le temps imposé. Donc comment est-ce que vous contribuez à votre manière à la santé des chômeurs ? D'abord, le premier élément qui est une évidence, toute reprise d'activité salariale permet de retrouver un statut dans la société. La preuve en est que sur un CV, les périodes de chômage sont souvent mal vues et sont considérées pas comme faisant partie du parcours professionnel de façon générale, mais comme des accidents. Donc, ça permet de reprendre une place dans la société. Le deuxième élément, qui est un peu particulier parce que c'est dans la façon de fonctionner des EBE de façon générale, le postulat de départ est que les personnes qui rentrent dans l'EBE retrouvent un travail, se reforment, retrouvent un rythme de vie et évoluent ensuite, si elles ont envie, vers d'autres sociétés, d'autres entreprises. Mais il peut arriver que les personnes aillent vers une autre entreprise et puis qu'au bout de la période d'essai, ils ne soient pas pris
il est prévu que ces salariés retournent dans le BE, leur place est gardée, donc du coup, ils n'ont pas cette angoisse de se dire « oui, bon, je veux partir, mais est-ce que je pars pas, parce que je peux ne pas… » Voilà. S'ils veulent y aller et que ça ne se passe pas bien, ils peuvent revenir dans le BE suite à cette période d'essai où ça n'aura pas fonctionné. Après, les conditions d'emploi au sein de l'EBE s'adaptent aux problématiques des salariés, que ce soit la santé, familiaux, administratifs. Cette dimension est prise en compte à travers la possibilité de déterminer un temps de travail hebdomadaire compatible avec des impératifs personnels, suivis médicaux, parce que pour certains c'est le cas, problèmes de santé, de famille, grâce au temps choisi. Donc c'est ce que j'ai expliqué, le temps choisi, c'est les salariés disent « moi je veux travailler 30 heures, 35 heures, je veux travailler que le lundi, le mardi, après-midi ou matin ». Ce qui entraîne un aménagement du planning selon les besoins. Et aussi l'autre élément, c'est que on développe des activités au sein de notre territoire majoritairement. Chez nous, c'est 3 communes, Bouffémont, Attainville-Moisselles. Ce qui fait que les activités qu'on développe, dans un premier temps, sont non concurrentes avec ce qui existe déjà, complémentaires par rapport à ce qui existe sur notre territoire, donc aident les citoyens, et indirectement permettent aux salariés de ne pas avoir des temps de transport trop longs et de rester sur leur territoire. Et ça a un impact parce que chez nous, il y a pas mal de mamans, par exemple. Et donc, les mamans, elles peuvent, comme c'est à temps choisi, elles peuvent finir à 4 heures. Et puis, comme le temps de trajet, il n'est pas long, elles peuvent aller s'occuper de leurs enfants et continuer à travailler, même quand elles ont des enfants jeunes et en bas âge. Même quand elles sont familles monoparentales, par exemple, c'est intéressant. Et l'autre élément, c'est que ce temps de travail choisi, on peut l'annualiser. Donc, des familles ou des mamans qui ont des enfants qui ont des problèmes de santé, et par période, elles doivent s'en occuper plus, au moment des vacances, au moment d'autres… en annualisant le temps de travail, elles peuvent à la fois continuer à travailler et être présentes pour les périodes où elles doivent faire face à la gestion de leurs enfants parce que les institutions sont fermées ou d'autres éléments de cette nature. Et aussi, aménagement du temps de travail veut dire que pas mal de salariés, au départ, quand ils entrent dans l'entreprise, comme ça fait un petit temps qu'ils n'ont pas travaillé, ils peuvent décider de travailler qu'un mi-temps ou un peu moins. Et puis, une fois qu'ils ont repris un rythme et qu'ils se sont réadaptés, demander à augmenter leur temps de travail, ce qui permet une évolution en douceur de la reprise d'activité. Les autres missions, c'est d'adapter la pénibilité du travail. On est polyvalent, donc on fait différentes activités, ce qui fait que s'il y a des activités qui sont trop fatigantes, trop usantes pour le corps, on peut en faire d'autres dans d'autres jours ou dans la journée qui sont plus stabilisantes. On peut choisir ses activités sur le mois à venir. Donc l'intérêt par rapport au travail est important parce qu'on peut découvrir différents ateliers et s'épanouir davantage. Nous, on a pas mal par exemple, on fait du cuir, du vélo, de la com, du support, de la vente en ligne, de la sensibilité, de la mobilité, des travaux importants. Donc les gens peuvent diversifier. Et aussi, ils peuvent être force de proposition. L'intérêt, c'est que si on a envie de développer quelque chose, on peut proposer aux encadrants de monter un atelier après étude du dossier qu'on fait nous-mêmes. Tous ces éléments, ce que j'ai vu apparaître, c'est que du coup, au niveau pouvoir s'exercer cette activité professionnelle avec des gens qui sont dans la même situation que nous, des anciens chômeurs, permet de faire une reconversion, mais en douceur et sans a priori. Et les gens, au fil du temps, se sentent plus utiles, se sentent revalorisés, reprennent confiance en eux, ont une meilleure estime d'eux, redécouvrent des capacités d'apprentissage qu'ils ne se connaissaient plus, s'ouvrent plus, sont plus à l'écoute des autres, s'impliquent dans le collectif, développent des compétences nouvelles valorisées par ce qu'on appelle un carnet de compétences, se découvrent des pôles d'intérêt jusqu'à la ignorer, des aptitudes. Et aussi, tous ces éléments, la façon dont on travaille, dont on apprend les nouveaux postes, moi, ça me fait penser à ce qu'on appelle la pédagogie inversée, qui est qu'on est sur le lieu de travail, on apprend la pratique et après on voit la théorie. Et ça remet en confiance parce que du coup, on n'est pas tout de suite confronté à quelque chose qu'on pense ne pas pouvoir comprendre.
Et l'autre parallèle que je mets de l'alternance, la notion d'alternance qui est que on apprend et on applique tout de suite. C'est-à-dire qu'on a un sachant ou un bénévole qui est dans l'entreprise qui nous montre une technique et on l'applique tout de suite. On fait du réparation de ce qu'on appelle le D3E, des petits électroménagers. On a un bénévole qui vient, on prend un appareil, on le met sur place, on le teste, il nous montre comment faire et par la suite, on va savoir faire ça. Et on l'a fait tout de suite, on l'apprend tout de suite, on produit tout de suite et on voit tout de suite les avantages. Ce que l'on fait au sein de notre BAM à Beaufémont, c'est qu'on a développé une aide, c'est un salarié qui s'est porté bénévole pour apporter une aide administrative et juridique pour d'autres salariés qui ont des soucis. Et tous les mois, ça je pense que c'est important, ça fait partie de l'intérêt au travail et de la santé parce qu'on prend des décisions en commun. Donc du coup, on vit moins le vécu dans notre travail. Comme on décide en commun de l'avenir, de direction, c'est pas imposé. On a donné notre accord, et on le vit beaucoup mieux. On va aussi faire de la formation par la suite. Et voilà, c'était tout. Oui, eh bien, comme je le disais hier en ouverture de ce colloque, tout ce qui est dit est digne. C'est pourquoi en 2018, à SNC, on a lancé une plateforme qui s'appelait Expression, qui s'appelle toujours d'ailleurs Expression. Expression pour permettre aux chercheurs d'emploi de s'exprimer d'abord sur les irritants du service public de l'emploi. Ce qui nous permet de remonter aussi ces irritants dans les comités départementaux ou au comité national de liaison de Pôle emploi et de simplement dire ce que nous disent les personnes qu'on accompagne. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, cet outil, cette plateforme Expression, nous a permis au fil du temps de mener des enquêtes thématiques. Des enquêtes thématiques sur le digital, sur les seniors, bref, pour alimenter aussi nos rapports plaidoyers et évidemment sur la santé. Et comme Victoria vous l'indiquait ce matin, de Territoire Zéro Chômeur, on a eu l'occasion d'utiliser aussi cette plateforme en 2021 pour faire une enquête collective avec 3 autres organisations, donc Territoire Zéro Chômeur de longue durée, la Cravate Solidaire et Force Femmes, avec nous SNC bien sûr, pour les interroger sur leurs problématiques de santé, parce qu'après la crise sanitaire, il nous semblait majeur de revenir sur cette question de santé. Donc ce rapport, Victoria vous l'a montré, mais je vous le remontre quand même. C'est la santé au risque du chômage. Vous pouvez le trouver sur le site de SNC ou de Territoire Zéro Chômeur, il n'y a pas de souci. Je pense que nos conclusions de l'époque restent d'entière actualité, au même titre que celles de notre rapport de 2018 qu'on avait fait sur la santé, qui s'appelait « La santé des chercheurs d'emploi, un enjeu de santé publique ». Voilà, et donc toutes les préconisations qu'on avait faites à l'époque restent d'actualité, notamment sur les échanges de données parce que ça passe aussi par là, entre la CNAM et Pôle emploi. Voilà. Ça semblait important de dynamiser ces échanges de données pour connaître des problématiques particulières auxquelles certains chercheurs d'emploi font face. Ensuite, dans le cadre de nos ateliers collectifs, on a aussi des ateliers de sophrologie, par exemple. Et ça, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, quand on se sent bien dans son corps, on est bien dans sa tête et vice-versa. Enfin, peut-être. En tout cas, ces ateliers fonctionnent et c'est très intéressant. Avec une problématique, je reviens à notre plateforme Expression, qui était un outil digital. Et en fait, on s'est aperçu que le digital ne convenait pas à tous les chercheurs d'emploi qu'on accompagnait. Et donc, on a créé des ateliers, en partenariat avec Pôle emploi et d'autres acteurs, des ateliers collectifs en présentiel, basés sur des méthodes d'animation liées à l'intelligence collective, qui s'appellent Expression, et qui ont permis de faire ressortir des choses aussi très, très différentes. Et puis, les gens, en sortant, nous disaient, finalement, ça fait du bien de parler. Ça fait du bien de parler. Et puis d'autres qui disaient, moi j'ai entendu une autre personne, et puis finalement on a partagé ensemble sur nos expériences, sur les solutions qu'on avait inventées les uns les autres. Et donc ça c'est aussi extrêmement précieux et intéressant.
Donc comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on continue de faire sur les questions de santé, c'est évidemment de poser des questions, d'interroger en particulier le service public de l'emploi, parce que cette question de la séparation et du vécu de la séparation professionnelle est pour nous majeure, et que ça doit être le point de départ. Ça ne sert à rien de vouloir avancer avec des personnes dans la recherche d'un nouveau boulot si elles n'ont pas fait le deuil du précédent. Donc ça, c'est un point sur lequel on continuera de questionner les acteurs du service public de l'emploi. Et je ne vais pas vous dire ce que je dirai après, mais et toute cette question autour de la médiation active qui nous semble aussi extrêmement importante. Au-delà de ça, tous ces ateliers collectifs nous amènent, en fait, il y a 5 ans, on a lancé un réseau social interne qui s'appelle Partage, qui est ouvert à tous les 2400 bénévoles de SNC et qui fonctionne par communauté d'intérêt. Et en fait, cet outil, à partir de 2023, on va certainement l'ouvrir progressivement aux chercheurs d'emploi. Parce que c'est extrêmement intéressant d'avoir un chercheur d'emploi qui a des questionnements particuliers sur un sujet, d'échanger avec un chercheur d'emploi dans un autre territoire. Voilà. Et les échanges de conseils, de pratiques, etc. s'enrichiront mutuellement et ça nous semble être quelque chose d'extrêmement important. Merci. Chômage et santé, il faudrait qu'on s'entende d'abord sur nous, qu'est-ce qu'on entend chômage. Chômage, c'est privation d'emploi, privation d'emploi stable. Donc moi, je parlerai de ce que fait non seulement les comités locaux de travailleurs privés d'employés précaires, mais y compris les syndicats CGT. Et d'ailleurs, c'est un élément qui est peu souvent rappelé dans les médias lorsqu'on parle de l'assurance chômage, mais en réalité, sur un mois, 43% des travailleurs qui sont indemnisés à Pôle emploi, en réalité, travaillent. Donc, quand on parle du chômage de santé et du moins à Pôle emploi, en réalité, on parle aussi du travail. Et que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit peut-être même en dehors, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, qui est la conséquence du développement de la précarité, c'est l'affaiblissement des collectifs de travail dans lesquels naît en réalité la solidarité, les échanges, qui bien souvent aident à trouver du sens au travail. Et c'est parce qu'aujourd'hui, ces collectifs de travail-là sont attaqués et s'érodent que les travailleurs, a fortiori, les travailleurs précaires, perdent des éléments de solidarité, perdent du sens au travail, et on peut avoir comme résultat qu'un travailleur sur 2, par exemple, déclare qu'il serait proche de la situation d'un burn-out. Donc, nous, organisation syndicale, quelle est notre première tâche ? Je dirais que notre première tâche, c'est de faire sauter justement ces frontières que nous impose le patronat dans les entreprises avec les statuts, c'est-à-dire je suis en CDD, je suis en CDI, je suis en intérim, et de reconstituer justement ces collectifs de travail-là par l'organisation de réunions, de réunions dans l'entreprise, de réunions en dehors. C'est pour cette raison-là, que la Confédération Générale du Travail, elle entretient encore des unions locales qui réunissent tous les travailleurs d'un bassin pour permettre le plus largement possible d'avoir des collectifs de solidarité. Et c'est bien évidemment dans ces collectifs de solidarité-là que les comités locaux de travailleurs privés d'employés précaires proposent l'adhésion aux travailleurs, aux chômeurs et aux précaires. L'adhésion, tout simplement pour rompre avec l'isolement, parce qu'on voit que c'est ça aujourd'hui qui affecte particulièrement les privés d'emploi. L'isolement face à la situation d'être au chômage, avec tout ce que vous avez pu déjà dire, je pense, hier et ce matin sur les impacts qu'a le chômage sur la santé, mais peut-être et même surtout d'abord sur l'impact qu'a la recherche d'emploi sur sa santé. Moi, je vais prendre mon exemple personnel. À la fin de mes études, j'ai fait un M2 en politique de l'alimentation et gestion de risques sanitaires. Aujourd'hui, j'aurai beaucoup de boulot. À la fin de mes études, j'ai cherché à être embauché comme beaucoup d'étudiants. En 4 mois, j'ai dû envoyer par mois environ, je dirais, 30 à 40 CV. Au bout des 4 mois, je n'envoyais plus de CV. Et c'est d'ailleurs un élément important. Vous savez, c'est même la distinction entre le chômage au sens du Bureau international du travail et les statistiques de Pôle emploi.
Est-ce que je recherche ou non un travail? Et pour quelles raisons j'ai arrêté de rechercher du travail? Eh bien, être seul dans sa recherche, confronté à des refus et même pire, le bien souvent l'absence de réponse, c'est facteur évidemment de mal-être, de découragement et de changement de comportement important comme mal se nourrir, consommer des produits stupéfiants. Donc voilà, nous, le but de la syndicalisation, c'est de rompre totalement avec cette situation-là d'isolement et, de par la lutte, d'aller conquérir tout simplement c'est peut-être un gros mot dit comme ça, mais en tout cas sa dignité, parce que nous avons des droits, du premier duquel, encore une fois, le droit au travail, on nous en prive, et c'est bien par la lutte aux côtés des travailleurs en emploi et de ceux qui souffrent le fait qu'aujourd'hui, il y ait 11 millions de travailleurs privés d'emploi et précaires dans ce pays. Donc c'est qu'en luttant à leur côté, on retrouve la dignité, et surtout, on retrouve un sentiment d'appartenance à un collectif qui nous dépasse. Et je pense que c'est là que nous, on joue le plus. Voilà, c'est de dire on appartient à un ensemble, on traverse beaucoup les mêmes difficultés, et c'est, je dirais, l'originalité aujourd'hui de la CGT Chômeurs, c'est-à-dire que c'est une organisation de chômeurs, faite par des chômeurs, et qui lutte aux côtés de l'ensemble des travailleurs qui sont organisés dans la CGT. Merci beaucoup. Donc on passe à la troisième et dernière question pour le dernier tour de table. Donc quelles sont vos propositions pour améliorer la santé des chômeurs, autrement dit ce qu'il reste à faire? Alors les éléments auxquels j'ai pensé sont d'abord d'ordre général, qui sont des évidences, mais malheureusement je pense qu'il faut souvent les renommer. Premièrement, c'est changer le regard porté sur le chômeur. Le chômage, derrière le chômeur, il y a un être humain, une personne avec une famille, et ne plus stigmatiser le chômeur, le mettre de côté. C'est un être humain et qui a une place, et sa famille aussi a une place. Ne plus considérer une période de chômage comme un accident dans une carrière professionnelle, mais en faire le rentrer dans une carrière, c'est-à-dire que ça fait partie d'une carrière professionnelle, c'est pas un écart, surtout que c'est pas choisi. Et agir davantage sur l'aspect préventif, en permettant aux salariés d'adapter son temps de travail si besoin, de mieux adapter les conditions, de mieux adapter le poste, de mieux adapter la finalité du poste. Pour que, avant d'être chômeur, la personne puisse rester salariée. Et les autres éléments, donc, plus chez nous, dans l'EBE, par rapport au principe de l'EBE, que je pense qu'il faudrait améliorer, c'est d'abord, ne pas oublier que le principe des EBE, c'est une loi d'expérimentation. On entame la deuxième loi d'expérimentation pour 5 ans. Mais il faut que ça continue, donc il faut faire en sorte que ça puisse pérenniser de façon générale, parce que là, on voit des choses qui arrivent, qui sont bénéfiques, mais on n'est toujours sur qu'une période de 5 ans. Si au bout de ces 5 ans, ça fera 10 ans avec la première période, l'État ne donne pas suite, et ça s'arrêtera, malheureusement, pour beaucoup d'entreprises qui auront lancé leur action. Et permettent aussi, et ça c'est le vécu que j'ai observé, au sein des EBE, de développer un pôle, ce que j'appellerais un pôle santé, au sens très large du terme, ce qui permettrait, l'intermédiaire serait un salarié volontaire, et mettre en relation dans ce pôle santé, que ce soit en relation avec des professionnels de la santé, soit des bénévoles, mais qui puissent avoir un lien facile pour les salariés avec l'extérieur. Alors les professionnels, ça peut être des kinés, ça peut être des ergothérapeutes, ça peut être des médecins, ça peut être de toute nature, pour que leur participation permette ensuite au sein de l'entreprise de développer des actions bénéfiques. Prévention des gestes et postures, sensibilisation à tout type de problèmes de santé, que ce soit maladie chronique, addiction, problèmes alimentation, reprise d'activité sportive, réinvestir son corps. Parce que derrière, si on réinvestit son corps, tout va mieux.
Et quand on est salarié ou quand on est au chômage surtout, et ben, tout se dégrade. Et actuellement, les gens qui reprennent leur travail au sein de l'EBE, et ben, on voit bien tous les problèmes qu'ils ont en santé, qu'ils n'avaient pas forcément avant et qui sont présents. Il faut faire avec, mais il faudrait faire plus de prévention pour que ces éléments-là puissent évoluer correctement. Sensibiliser à la fois les salariés, les encadrants, au mode de communication au sein d'une entreprise, avoir plus d'écoute, plus de dialogue, parce que ça a aussi son importance. Et alors là, ça c'est un pôle, je pense que c'est valable à la fois, je le vois maintenant pour ceux qui reprennent le travail, mais aussi pour beaucoup de chômeurs. Eh ben, accès au permis de conduire, parce que j'en connais autour de nous qui n'ont pas trouvé de travail parce qu'ils n'ont pas de permis de conduire, pas les moyens. Et nous, en tant que BE, eh ben, on a des salariés qui n'ont pas de permis et on a une activité mobilité. Ben oui, mais il faut avoir assez de personnes pour la faire fonctionner. Autre pan qui m'a semblé important, c'est l'accès au numérique, parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand on était association, et même encore maintenant, qui ne maîtrisent pas le numérique. C'est-à-dire l'ordinateur, les mails. On a un site dans l'entreprise, et ben, aller sur le site pour aller chercher les infos, pour dialoguer. Soit ils ne maîtrisent pas, soit ils n'ont pas d'outils pour ça. Donc ça, je pense qu'au niveau, au niveau des EBE, il faudrait que quelque chose soit fait parce que ça enlèverait beaucoup d'épines et ça faciliterait aussi dans le BE beaucoup de choses. Quand je parlais de pôle santé, c'est ce qu'on a déjà expérimenté, c'est pour ça que je le mets en avant, c'est que quand on était association, on a aussi maintenant... on a développé des partenariats avec des bénévoles pour faire de la peinture, pour faire de la photo, pour faire de la sophro. Et j'ai vu le bénéfice qui en sortait pour les personnes. Ça paraît anodin, c'est pas grand-chose, mais ça déclenche beaucoup de choses et ça permet d'évoluer par derrière. Et c'est des choses qui ne sont pas actées actuellement, mais je pense que c'est important de le faire sortir. Même en tant que chômeur, je pense que c'est quelque chose qui serait important pour eux. Mais voilà, c'était tous les éléments. Oui, alors sur ce qu'il reste à faire de notre point de vue, donc même si j'ai déjà donné quelques éléments en introduction, mais il y a des initiatives qui commencent à se prendre ici ou là, et c'est très bien, et ce colloque en est une, et c'est fabuleux. Voilà. Mais il faut encore documenter le sujet, parce que il y a trop peu de recherche encore sur le sujet santé, chômage, santé, emploi peut-être. Peut-être aussi réinterroger, et aujourd'hui il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il y ait des articles dans la presse sur le sujet, mais réinterroger le sens que l'on donne au travail. Parce que ça contribue aussi au bien-être, et le bien-être est bien une question de santé. Et donc on organise un colloque là, à Nantes le 14 octobre prochain sur le sujet, avec le CNAM aussi. Donc c'était le petit espace pub, désolé, mais vous êtes les bienvenus. Michel Debout, hier, évoquait la question d'une médecine de prévention. On est complètement d'accord avec le sujet sur la prévention. Est-ce qu'il faut que ce soit une médecine spécialisée, dédiée ? Nous, à SNC, on ne le pense pas. On pense que ça doit être une question portée par la médecine du travail. On a raté le coche, ou en tout cas tout ce qu'on disait au moment de la réforme de la médecine du travail n'a pas été entendu, mais on pense que voilà, le chômage, c'est une étape dans le parcours de vie des individus et que la médecine du travail pourrait avoir ce sujet à sa charge, et qu'au cours de leur formation, les professionnels de santé, et les médecins de ville en particulier, aient un module de sensibilisation à ce qu'est le chômage et à ce qu'il provoque. Alors même si leurs études sont déjà très chargées, peut-être qu'avoir un module sur le sujet serait important. On pense aussi qu'il est nécessaire, impératif, d'informer les gens de leurs droits lorsqu'ils sont licenciés, de mettre en place des examens de santé réguliers au fil de l'avancée dans le chômage. La reconnaissance, on en a parlé tout à l'heure, la reconnaissance de l'expérience et de l'apport du salarié au moment où il quitte une entreprise par l'employeur est aussi quelque chose, même si la séparation se passe un peu difficilement,
Ça mériterait d'être reconnu parce qu'un collaborateur a toujours apporté quelque chose à l'entreprise et ça devrait être reconnu par l'employeur. Les écosystèmes liés à la santé, liés à l'emploi, bref, la création de lieux et de temps de rencontre interacteurs autour de ces questions méritent aussi d'être développés. On sait très bien que les DRH se questionnent sur le sujet. La NDRH est partenaire du laboratoire de SNC, et donc ils se questionnent sur ces questions de santé au travail et au chômage, et notamment dans les questions d'appariement lors de la reprise de poste. L'AFPA aussi, qui est un des acteurs maintenant du service public de l'emploi, s'interroge grâce à une dynamique de village AFPA qu'ils sont en train de mettre en place. Bref, qui vont constituer peut-être demain autant de lieux où on pourra discuter de ces problématiques de santé avec l'ensemble des acteurs concernés. J'en termine en disant que la question d'intermédiation entre nous paraît quelque chose de fabuleux et pour faire le pendant de l'employabilité côté chercheur d'emploi, il faut développer les réflexions autour du concept d'employeurabilité pour que les employeurs puissent se questionner aussi sur leurs pratiques et pourquoi pas, notamment pour les PME et les TPE, créer des services RH mutualisés dans les territoires. C'est peut-être lié aux écosystèmes. Ce sont des questionnements qu'on a actuellement à SNC avec d'autres acteurs du champ de la formation, du champ des territoires. Bref, il y a des réflexions à mener sur le sujet parce qu'on ne peut pas faire porter la faute du chômage sur les personnes en recherche d'emploi. Alors, nous, peut-être par rapport aux trois différents impacts, déjà sur l'impact de la privation d'emploi, il y a un sujet sur lequel on souhaite que ça avance maintenant, c'est-à-dire que c'est une réclamation plus véritablement qu'une revendication. C'est sur la question des complémentaires de santé, puisque quand un précaire quitte aujourd'hui son entreprise, c'est-à-dire que son employeur ne renouvelle pas son contrat, il faut un certain nombre de mois de travail, c'est-à-dire au-delà de 4, pour que la complémentaire mutuelle suive le travailleur précaire lorsqu'il se retrouve privé d'emploi. Et puis surtout, la complémentaire ne dure maximum qu'1 an et lorsque, bien évidemment, le pris d'emploi est indemnisé. C'est-à-dire que lorsqu'il y a cessation d'indemnisation, il y a cessation également de la couverture de la complémentaire mutuelle. Et par rapport, je pense que vous en avez parlé aussi, à toutes les questions qu'a pu soulever Jacqueline Farache dans son rapport au CESE, on pense que les complémentaires santé, on pourrait avoir un rôle à jouer là-dedans. Bien évidemment, ce qu'on revendique, c'est la sécurité sociale intégrale, c'est-à-dire l'absorption de toutes ces complémentaires santé par l'assurance maladie, et au-delà de ça, une intermédiation entre, encore une fois, pour reprendre le débat, entre les différentes branches. C'est-à-dire que l'idée originale de la sécurité sociale, c'est à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Cette idée-là, il y avait la continuité du salaire pour tous les citoyens qui seraient dans l'incapacité de se le procurer par le travail. Aujourd'hui, il n'y a pas la continuité du salaire de tous les citoyens qui sont dans l'incapacité de se le procurer par le travail, quand on est au chômage, mais même y compris pas seulement. Sur Paris, par exemple, les travailleurs de la Bibliothèque nationale de France de Pompidou étaient en grève, sont encore en grève. Une des raisons de leur grève était qu'un de leurs collègues, durant l'épisode de Covid-19, a contracté la maladie, n'a pas été couvert par l'assurance maladie. Puisque, comme pour Pôle emploi, pour pouvoir être indemnisé au titre des IJSS, l'assurance maladie, il y a un certain nombre de seuils, et il n'avait pas atteint ce seuil. Donc nous, déjà, notre première chose, c'est non seulement de combattre l'actuelle réforme de l'assurance chômage, mais bien évidemment, mais d'enlever l'idée de seuil, puisque l'idée générale de la sécurité sociale, ce n'est pas des seuils, c'est un droit universel, et on essaye de se bagarrer, en tout cas, pour retourner là-dessus. Sur la recherche d'emploi, ce qu'on revendique, c'est déjà plus de moyens pour les conseillers Pôle emploi. C'est insupportable
de se laisser entendre dire qu'aujourd'hui, les conseillers ont tout ce qu'il faut pour remplir leur mission de service public. On réalise plusieurs études, notamment là une dernière encore une fois sur les offres qui sont diffusées par le site internet de Pôle emploi, des offres qui sont, alors il y a une bataille sur les chiffres, mais des offres qui selon nous sont pour 76% d'entre elles mensongères, illégales, frauduleuses. Elles le sont parce qu'aujourd'hui, les agents de Pôle emploi n'ont pas les moyens nécessaires pour contrôler ces offres. Mais si on fait ces études-là, c'est pas pour dire, regardez, Pôle emploi, ces offres, 76% sont mensongères. On fait ça parce que pour les travailleurs privés d'emploi, encore une fois, on recherche des offres. On postule sur ces offres. Mais quand l'offre, elle est mensongère, inexistante ou illégale, on n'a pas de réponse. Nous n'avons pas de réponse. Et ne pas avoir de réponse aux offres auxquelles on postule, on pourrait faire une enquête sociologique sur l'état de santé des privés d'emploi, je suis sûr que c'est le premier motif qui reviendrait. On ne me répond pas lorsque je postule. Est-ce que c'est moi qui ai un problème ? Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai qui fait que les employeurs ne me répondent pas ? Et puis d'autres choses qui sont aujourd'hui, qui pour nous sont urgentes et qui seraient faciles à faire. Vous savez, il existe plusieurs aides aujourd'hui à Pôle emploi. Alors l'aide au permis de conduire, je rebondis là-dessus, c'est effectivement, mais l'aide aussi à la mobilité ou à la garde d'enfants. Aujourd'hui, une mère isolée qui recherche un emploi, elle ne peut pas prétendre à cette aide. Quelle est l'effectivité d'une recherche d'emploi pour une mère isolée aujourd'hui en France ? Alors que l'aide à la garde d'enfants, elle peut être activée si on retrouve un CDD qui plus est supérieur à 3 mois. Donc quand la moitié des CDD qui sont signés aujourd'hui le sont d'une durée inférieure à 7 jours. Bon. Mais ça, nous on dit, il faut l'étendre tout simplement à tout le monde. L'aide à la garde d'enfants, ça doit être une aide à la recherche d'emploi plus que pour retrouver un emploi supérieur à 3 mois. La même chose pour l'aide à la mobilité. L'aide au permis de conduire, l'aide au permis de conduire, c'est pareil. L'aide au permis de conduire, on peut la demander quand on n'est plus indemnisé. Quel est le sens d'avoir une aide au permis de conduire quand on n'est plus indemnisé, alors qu'on sait que par ailleurs, l'indemnisation a un rôle crucial sur le retour à l'emploi. Et puis le troisième aspect, chômeur, c'est pas un métier, ni avec sa convention collective, ni avec ses salaires et ses droits syndicaux. Et Pôle emploi, ce n'est pas un employeur. En revanche, Pôle emploi est un service public et nous estimons que Pôle emploi devrait effectivement avoir des objectifs en termes de protection de la santé physique et mentale des usagers. Donc ça recouvre effectivement la question de la médecine du travail et de la médecine de la main-d'œuvre, mais pas uniquement. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand un privé d'emploi reçoit un courrier, on lui demande de rembourser un trop perçu de 17 000 €. Où le motif, c'est 2 petits points, vous devez nous rembourser 17 000 €, sans expliquer les raisons du motif et sans donner les périodes sur lesquelles se passe le trop perçu, je vous laisse imaginer l'impact psychologique que ce courrier a. Et aujourd'hui, avec notamment la mise en place du CRI, du conseiller référent d'indemnisation, alors au-delà même de la difficulté que ça peut être pour le conseiller indemnisation, parce que c'est évident que quand on reçoit un courrier, on dit que vous nous devez 17 000 € et que tout en haut du courrier, il y a un nom et un prénom. Nous, on dit attention. On dit attention. Mais donc, au-delà de ça, pour le privé d'emploi, on va se déplacer en agence. On se déplace en agence et on nous dit non, il faut aller sur Internet, il faut appeler 3949, vous avez un CRI. Mais quand on va à l'hôpital, quand on s'est déplacé une rotule, on ne nous dit pas non, vous avez un médecin qui vous est attribué, on ne va pas vous prendre en charge. Non, on prend en charge. Quand on va à Pôle emploi, la moindre des choses peut-être, ce serait que quand on a une question, on nous réponde. Donc c'est ça aussi, toutes ces pressions qui peuvent exister et qui quand même pourrissent la vie des privés d'emploi et encore une fois éloignent l'usager du service public. À la CGT, on a une expression, je finirai là-dessus. On a une expression, c'est des deux côtés du guichet. C'est-à-dire qu'avec les camarades de Pôle emploi de la CGT, nous luttons ensemble et nous essayons de dire aux travailleurs privés d'emploi qu'aujourd'hui, nos galères quotidiennes, encore une fois, c'est le résultat de la privatisation de Pôle emploi, du manque de moyens, et que donc il faut lutter ensemble sur ces sujets.
C'est la raison pour laquelle, moi aussi, je me permets de faire un peu de pub, qu'on sera aux côtés des agents de Pôle emploi, qui, notamment d'Île-de-France, qui sont en grève à partir du 11 octobre. Donc on sera à leur côté, on sera solidaires pour revendiquer l'arrêt de la multiplication de ces plans. D'ailleurs, multiplication des plans qui, d'un côté, éloignent les travailleurs, les conseillers de Pôle emploi de leur cœur de métier et de leur mission de service public, et qui, pour nous, la succession de plans, ça veut dire des dizaines de milliers de convocations, ça veut dire des dizaines de milliers de radiations. Voilà, donc nous, on pense qu'il y a des barrières, en tout cas, à faire exploser, remettre de l'humain au cœur de la machine. Et voilà, vraiment, cette fois pour finir, remettre de l'humain au cœur de la machine. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'a besoin Pôle emploi et peut-être même l'ensemble des services publics.